S'il y a bien un épisode de House of the Dragon où l'esprit de Viserys plane sur le récit, c'est bien ce 7e épisode de la 3e saison. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Cet épisode commence sur un rêve de Elaena et fait, en réalité, une large place à ses rêves, ceux de nature prophétique. Que signifie donc cette vision où elle se voit sur le dos de son dragon, son cheveu, criant Dracarys, alors qu'une foule en colère se précipite vers eux à Fausse Dragon? Que signifie cette autre vision, survenant lors d'une éclipse, où elle s'imagine mener une vie paisible à la ferme avec ses enfants? J'explique les 4 rêves de Elaena plus tard dans la vidéo, et clairement, ça fait froid dans le dos. Rhaenyra médite sur l'héritage de son père et sur la manière dont elle se mesure à lui en tant que souveraine. En vérité, Viserys projette une ombre immense sur sa fille, qui s'efforce, en vain, d'unifier un royaume déchiré par la guerre. Plus important encore, les paroles qu'il a prononcées dans le tout premier épisode résonnent ici. L'idée que nous maîtrisons les dragons est une illusion. C'est une puissance avec laquelle l'homme n'aurait jamais dû jouer. Une puissance qui a causé la perte de Valyria. Si nous ne tirons pas les leçons de l'histoire, elle nous réservera le même sort. Cet épisode met cette mise en garde en évidence. Tout au long de la série, les scénaristes ont semé des indices montrant que les Targaryens ne maîtrisent pas totalement les dragons. Qu'il s'agisse de Aemon, incapable d'empêcher Vhagar de tuer Lucerys et Arrax lors du final de la saison 1, ou de Rhaena, peinant à dompter voleur de moutons durant la bataille du Gosier. Toutefois, c'est la dangereuse confrontation entre 4 dragons dans l'épisode 7 qui illustre véritablement ce constat. L'affrontement entre ces 4 dragons est pour le moins éprouvant. Il vous tient en haleine de bout en bout. En réalité, voir les dragons souffrir ou mourir est bien plus douloureux que de voir les personnages humains subir le même sort. S'il y a une leçon à retenir de cette série, c'est qu'il ne faut pas tenter de domestiquer des animaux sauvages. House of the Dragon l'illustre parfaitement et cette séquence de combat est saisissante par sa réalisation. C'est sans doute l'une des scènes les plus intenses de toute la série. Les effets visuels sont également exceptionnels. Ces créatures semblent plus vraies que nature, tant par leur apparence que par leur son. Au cœur de la maison Targaryen réside un enjeu fondamental, le fonctionnement même des dragons, qui a été trop souvent négligé ou insuffisamment expliqué dans House of the Dragon, malgré le titre de la série. Si le programme a emboîté le pas à son prédécesseur en privilégiant le drame humain de Westeros au détriment des éléments les plus fantastiques, cette approche trouve ses limites. Toutefois, dans cet épisode captivant et globalement divertissant, la série s'attaque en fin de front à ce sujet, à pleines dents, et même à pleine griffe. La question est de savoir quelle est exactement la nature du lien unissant le dragonnier à sa monture au sein de la maison Targaryen, et parmi ses alliés. Quelle obligation lie le dragonnier à la bête, le cas échéant? Comment ou dans quelle mesure communiquent-ils? Leurs émotions s'influencent-elles mutuellement? Il a parfois été suggéré que posséder un dragon pouvait altérer le tempérament d'un individu, ou qu'un certain tempérament favorise le lien avec un dragon. Il est clairement sous-entendu que perdre son dragon équivaut à une forme de castration, comme pour Aegon II ou Aemond. Toutefois, la véritable importance de ce lien, au-delà du simple prestige au sein de la hiérarchie interne des Targaryens, n'a jamais été clairement établie. Cependant, cette fois, certains indices clés suggèrent l'existence d'un lien plus profond que ceux qui nous avaient été montrés jusqu'alors. Les scènes de confrontation impliquant les dragons laissent entrevoir une certaine proximité émotionnelle, tandis que les humains s'invectivent, leurs dragons rugissent, mugissent et menacent parfois de cracher le feu. Il apparaît alors évident qu'ils reflètent les émotions humaines et inversement. Au-delà du feu et du sang, cet épisode continue de placer Rhaenyra en position de faiblesse. La prise de Port-Réal reste, à ce jour, le seul triomphe de Rhaenyra. Il est intéressant de la voir tenter de garder la tête hors de l'eau alors que tant d'autres s'acharnent à l'entraîner vers le fond. Cet épisode établit aussi des parallèles intrigants entre Rhaenyra et Aegon. Il met en lumière le complexe de dieu propre aux Targaryens ainsi que leur besoin incessant de validation extérieure. Tout repose sur la flatterie de leur vanité. Aegon demande à Tywin s'il est un homme horrible, tandis que Rhaenyra demande à Mysaria si elle est digne. Rhaenyra perd brièvement pied lorsqu'elle exige que Elaena lui révèle ce qu'elle sait. Ailleurs, Aegon rit de manière démente après avoir ordonné à Feu du Soleil, qui est finalement toujours en vie, de brûler les troupes de la maison Mouton. Aegon hurle à l'unisson avec sa monture, tous deux défigurés, défiants et apparemment au bord de la folie, confirmant ainsi l'impression de l'attachement aux émotions humaines. Cette séquence illustre habilement tous les travers de la maison Targaryen. Rappelons toutefois qu'Icar lui-même a fini par chuter après s'être approché trop près du soleil. Tom Glencarney crève l'écran à chacune de ses apparitions, bien qu'il ait été cruellement sous-exploité cette saison.
Ce discours magistral dans les derniers instants de l'épisode, ponctué par le retour de son dragon, prouve indéniablement qu'il faut compter avec cet acteur. Le passé douloureux de Aegon devient ici palpable, tant de choses bouillonnent sous les apparences. Aegon choisit de révéler sa véritable identité face à une mort qui semble inéluctable, mais l'intervention salvatrice de Feu du Soleil, à l'instar de la prophétie du chant de la glace et du feu concernant Rhaenyra, change la donne pour lui. Il ira sans doute de l'avant, convaincu inébranlablement que les dieux l'ont désigné pour régner sur le royaume. Emma Darcy livre également une prestation émouvante. Comme à son habitude, l'interprète explore avec une grande finesse les vulnérabilités et la paranoïa de Rhaenyra. On assiste à une déconstruction organique de la psyché du personnage, menée avec authenticité et grâce par Darcy. On a aussi le sentiment que la série traite enfin Rhaenyra comme la figure complexe, nuancée et tragique qu'elle est réellement, plutôt que comme une héroïne immaculée, ce qu'aucun personnage n'est. Mysaria, de son côté, tente de se faire l'intermédiaire auprès du peuple, mais se heurte à un rejet général. Elle parvient, en quelque sorte, à renouer avec Rhaenyra elle-même à la fin de l'épisode, mais elle reste prise en étau entre les exigences royales et la dure réalité du peuple, une position pour le moins délicate. Si la représentation de Rhaenyra dans la série s'améliore, le traitement réservé à Alicent reste, pour le dire poliment, consternant. Olivia Cook tire le meilleur parti de l'histoire dont elle dispose, mais Alicent ne possède pas d'intrigue propre. Elle dépend entièrement de tous les autres, passant d'un personnage à l'autre pour servir leurs récits respectifs. On pourrait arguer qu'il s'agit pour elle d'une question de survie. Toutefois, il n'y a rien d'autre en elle. Elle est vide. Cela dit, la tentative de Alicent d'empoisonner Aemon constitue la première chose intéressante qu'elle ait faite de toute la saison. Si vous pensiez que les rêves de Helaena étaient bizarres, attendez de voir les visions de Aemon. Il voit sa mère Alicent arriver à Harrenhal et se retrouve au lit avec elle, avant de réaliser qu'il ne s'agissait que d'un rêve. Puis, il se réveille et découvre qu'elle est bel et bien arrivée. Malaise. Ce n'est peut-être pas la définition du dictionnaire pour retournement de cerveau, mais cela devrait l'être. Alicent divague, Aemon se montre taciturne et Alice se méfie, à juste titre, de la nouvelle venue. Aemon partage cette méfiance dans une certaine mesure, assez pour tuer le compagnon de voyage de Alicent qui, pour être honnête, est là pour l'assassiner, mais pas assez pour refuser la boisson empoisonnée qu'elle lui offre après le dîner de rencontre avec la belle-mère la plus gênante de l'histoire. Alicent quitte le château en douce, bouleversée par sa mission accomplie, tandis que Aemon, pris de crampes d'estomac, se traîne jusqu'à Alice. Il devrait donc s'en sortir. Cet épisode place véritablement le camp des Verts au centre du jeu. Ormund Hightower en impose. Lui et Daemon sont les seuls personnages qui semblent s'intégrer parfaitement à l'univers de Game of Thrones. L'intrigue secondaire de Aemon peine à captiver, en partie parce que le camp adverse est trop divisé. Aegon et Aemon devraient faire équipe, comme c'est le cas dans l'œuvre originale, mais ils sont ici des ennemis jurés. Parfois, on a l'impression que les autres factions du camp des Verts évoluent dans une série totalement différente, mais les scènes impliquant Ormund, Daeron et Gwen sont saisissantes. Ces séquences sont plus concentrées, leur déroulement est empreint de détermination. Et finalement, la seule personne qui rit, et qui rit franchement, cette fois, est Ormund. Il est en position de force malgré l'arrivée imminente des riverains et des loups de l'hiver au port de ses fortifications érigées à la hâte. Il retient Corlys prisonnier et lui tranche un doigt comme preuve de vie, espérant ainsi empêcher les troupes Velaryon de venir combler le vide sécuritaire à Port-Réal. Un service postal rapide et efficace semble toujours fonctionner entre Chutebourg et la capitale. Il garde également son pupille Daeron et son cousin Gwen dans l'ignorance de ses projets, aux grandes dames de ces derniers. Enfin, dans la révélation majeure de l'épisode, il courtise le dragonnier Ulf pour le détacher du camp de Rhaenyra, lui promettant la seigneurie de la Marque, ainsi que la liberté de boire à sa guise. Difficile de dire lequel de ces arguments séduira le plus ce sacré ivrogne, mais sa défection pourrait causer de graves ennuis à Rhaenyra. Le décompte s'établissait donc ainsi. 6 dragons pour Rhaenyra. Côté vert, on comptait un dragon porté disparu, Vhagar, un autre hors de combat, son cheveu et Tessarion. Désormais, Rhaenyra en possède 5, dont 2 peut être blessés. Les verts en ont 3 ou 4. Apparemment, Aile d'Argent, Tessarion, Vhagar, s'il refait surface, et Feu du Soleil. Enfin, un dragon reste potentiellement porté disparu, voleur de moutons, ce qui pourrait encore modifier la donne. Tout reste à jouer à l'approche du final de la saison 3, et l'ampleur qui pourrait prendre cet incendie demeure incertaine. Au moins, la première bataille de Chutebourg approche à grands pas. Cet avant-dernier épisode rabat les cartes, un bouleversement qui se poursuivra lors du final explosif de la semaine prochaine. C'est assurément un meilleur épisode que le 6e, et l'intrigue connaît un sérieux regain de dynamisme. Si l'affrontement entre 4 dragons de cet épisode, un véritable moment fort, est un avant-goût de ce qui nous attend, la bataille de Chutebourg promet sans aucun doute de nous prendre aux tripes et de nous faire suer d'angoisse. La mort de voleurs de moutons n'est pas explicitement relatée dans Feu et Sang.
Le dragon finira par mourir au cours de l'histoire, mais il n'est pas certain que cela se produise dans la série. Dans le livre, Daemon et Horty partent à la recherche de Vhagar et Daemon après les événements survenus à Chûteaubourg. C'est alors que Rhaenyra décide qu'il est temps d'éliminer Horty. Cette décision s'accompagne de nombreux rebondissements dramatiques. Mysaria y est également mêlée, et tout tourne autour du fait que Rhaenyra ne peut plus faire confiance à Daemon. Daemon est averti du complot visant à faire tuer Horty, mais il refuse de se plier à ce jeu. Il a d'autres idées en tête. Disons simplement que lui et Horty finissent par suivre des chemins différents. Nous ne voulons pas tout dévoiler dès maintenant. Horty est voleur de moutons, quitte Daemon et entre dans la clandestinité. Bien plus tard, ils sont impliqués dans une sorte d'escarmouche mineure. Puis, ils disparaissent. Personne ne sait vraiment ce qu'il advient de voleur de moutons et d'Horty dans Feu et Sang. Si voleur de moutons devait mourir, Daemon et son dragon avaient toutes les chances de causer sa perte, mais ce ne fut pas le cas. Cela me laisse penser qu'il est possible que nous ayons droit à une variante de l'histoire de Horty impliquant Rhaena, Daemon et voleur de moutons. Rhaena a été ramenée au Donjon Rouge où Rhaenyra la retient prisonnière. La liste des proches captifs de Rhaenyra ne cesse de s'allonger. Daemon se trouve actuellement dans l'antre des dragons et Rhaenyra est furieuse qu'il ait menti pour protéger Rhaena. La situation est très dramatique, mais cela se comprend, car Daemon ne cesse de commettre de graves erreurs. Il semble que Ryan Condal et les scénaristes préparent le terrain pour que la situation impliquant Daemon, Rhaena et Rhaenyra prenne une ampleur considérable. J'imagine que Rhaenyra tentera de faire tuer Rhaena, mais que Daemon s'enfuira plutôt avec elle pour la ramener auprès de voleurs de moutons avant de partir affronter Vhagar et Aemon. C'est du moins ainsi que je perçois la tournure que prennent les événements. Rhaena serait alors contrainte de se cacher, ce qui laisse entrevoir la possibilité de la revoir plus tard, à l'approche du dénouement de l'histoire. Bien que je regrette l'absence de Horty dans ce récit, l'intrigue entourant Rhaena est sans conteste imposée comme l'une des plus captivantes de la saison. Nous savons que Rhaenyra doit affronter Ormund, mais c'est surtout sa manière de gérer ses relations avec ses proches et avec ceux avec qui elle partage un passé personnel qui retient l'attention. On voit Rhaenyra se replier sur elle-même et se transformer en la souveraine qu'elle ne voulait pas devenir. La façon dont elle traitera Rhaena révélera au public jusqu'où elle est prête à aller pour conserver le pouvoir. Elle a déjà tenté à plusieurs reprises de tuer voleur de moutons, mais ira-t-elle jusqu'à tuer Rhaena en raison de son rôle dans la mort de Jacaerys? Dans l'ensemble, je serais très surpris que ce soit la dernière fois que l'on voit ce dragon. Ce ne sera peut-être pas pour la saison 3, mais je m'attends bel et bien à revoir voleur de moutons au moins une fois avant la fin. Les lecteurs familiers de Feu et Sang ont su, dès la première apparition de Ulf à l'écran, qu'il finirait par se retourner contre Rhaenyra. Dans le récit, Ulf semblait feindre de soutenir le camp des Noirs au début de la bataille de Chûteaubourg, mais il a fini par incendier la ville, rejoignant officiellement le camp des Verts. Les circonstances exactes de ce revirement n'ont jamais été confirmées, car les éventuelles conversations privées entre Ulf et les partisans des Verts n'ont laissé aucune trace dans les chroniques de Westeros. On peut évidemment supposer que l'accord passé entre Ormund et Ulf s'apparente à ce que Martin avait imaginé lorsqu'il a conçu la trahison du personnage. Ulf étant décrit comme cupide et ambitieux, il devrait très certainement être facile à manipuler. Toutefois, il existe quelques différences. Dans Feu et Sang, la trahison de Ulf permet aux Verts de s'emparer de Chûteaubourg, un événement qui ne survient qu'après la mort de Ormund. Comme House of the Dragon semble vouloir fusionner la première et la seconde bataille de Chûteaubourg, il est difficile de prédire comment les choses vont se dérouler cette fois-ci. Nous pouvons assurément affirmer que Ulf trahira Rhaenyra, nous connaissons désormais, du moins dans la version de l'histoire proposée par la série, la raison de ce choix. En revanche, nous ignorons totalement si Ulf retournera son dragon contre la population innocente de la ville, comme l'a fait son homologue littéraire, ou s'il brûlera plutôt les armées des Noirs qui approchent. La série a rendu ce personnage étonnamment attachant par rapport à Feu et Sang. Il faut donc espérer que, dans cette version, Ulf ne massacrera pas d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. La jument blanche est un symbole de mort déjà utilisé dans Game of Thrones, et la lumière traversant la porte pourrait fort bien symboliser Elaena face à l'au-delà. Je pense qu'elle comprend la signification de son premier rêve, qu'elle sait que sa fin est proche et qu'elle tente d'appréhender ce que cela implique. À en juger par l'expression de son visage, ses sentiments sont assurément plus complexes qu'une simple peur. Quant au lieu, je ne serais pas du tout surpris que Elaena, en sautant, atterrisse précisément dans cette cour. La scène de l'accouchement préfigure le déroulement de ces événements. Elaena met l'enfant au monde, mais celui-ci est aussitôt remis à la garde de la reine. Ses gardes exécutent alors la volonté de Rhaenyra sans le moindre sentiment, presque machinalement, en lui arrachant le bébé des bras. Qu'ils conduisent l'enfant vers une mort immédiate ou vers un autre sort cruel, la symbolique est claire. Le destin funeste de Mélor est scellé dès l'instant de sa naissance.
De nombreux spectateurs craignaient de ne jamais voir Elaina sur son dragon, son cheveu, bien qu'il ne s'agisse ici que d'une séquence onirique. C'est un clin d'œil aux fans très appréciable que de la voir enfin à l'œuvre. L'élément clé de cette partie du rêve réside dans le lieu. L'assaut de Fausse Dragon est un événement majeur qui surviendra presque certainement lors de la 4e et dernière saison. Les petits gens de Port-Réal se soulèvent et tuent tous les dragons Targaryens qui y sont gardés, y compris le propre dragon d'Elaina, son cheveu. Dans ce rêve, nous voyons une foule prendre le bâtiment d'assaut, toutefois Elaina est ici en vie et ordonne à son cheveu de les combattre. Lorsque cette heure fatidique sonnera finalement pour son dragon, les événements se dérouleront bien différemment dans le monde de l'éveil. Si vous avez vu Game of Thrones, vous savez exactement ce que ce dernier rêve laisse présager, l'arrivée des marcheurs blancs, qui tenteront d'anéantir toute forme de vie à Westeros au cours de la série originale. Toutefois, les détails de ce rêve lui confèrent une portée bien plus profonde qu'un simple clin d'œil aux autres. L'indice clé réside dans la présence de Jaehaerys, le fils de Elaena et Aegon tué lors de l'épisode de Blood and Cheese dans la saison 2. Comme le garçon de ce rêve a sensiblement le même âge que la fille, on peut raisonnablement supposer qu'il s'agit des jumeaux, plutôt que de Jaehaera et de l'enfant issu de la grossesse en cours de Elaena. Or, nous n'avons jamais vu Jaehaerys grandir avant son assassinat. Pourquoi alors apparaît-il plus âgé ici? La jument pâle constitue un indice. Comme nous l'avons évoqué à propos du rêve initial, il s'agit d'un symbole omniprésent de la mort. Ici, je soupçonne fortement qu'elle indique que Elaena, Jaehaerys et Jaehaera sont déjà tous morts et que le décor de la ferme incarne un espoir idéalisé de Elaena, désormais transmué en une heureuse existence dans l'au-delà. Dans cette optique, ce rêve suggère peut-être que les marcheurs blancs ne recouvriront le pays de mort qu'une fois que Elaena et toute sa famille auront disparu. Il illustre à la fois la plus grande menace que Westeros aura jamais affrontée et le fait que, le moment venu, Elaena et ses enfants ne seront plus là pour en être témoins. C'est passé à une vitesse folle. Alors moins vite par contre que le fait que Alicent soit partie de Port-Réal et qu'elle soit déjà à Harrenhal alors que l'armée n'est toujours pas à Chutebourg. Mais bon, c'est quand même passé assez vite. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.